Adam himself. Oui, Madame himself, c'est né d'un rêve en fait, et d'une lecture et d'un nom propre. Et j'ai utilisé cette histoire de nom propre, ça m'a fait réfléchir sur qu'est-ce que c'est habiter un corps sexué, ce qui est une banalité absolument catastrophique, mais bon. Pour tenter de comprendre, je dois retourner en arrière, très en arrière, quasi un demi-siècle. Je suis enfant, petite fille chez les nonnes trinitaires, dans une institution religieuse où je me sens prisonnière, enfermée, dans la cité dite des papes, Avignon. La ville, on pourra le vérifier, a son importance. Les livres me sauvent du désespoir, de l'enfermement, et dans les livres, il y a les Amazones. Je cherche dans les vers de l'Iliade toute leur apparition, chant 2, chant 3, chant 6. Secrètement, je les note sur de petits papiers que je cache dans mes vêtements. Je dévore les dictionnaires de mythologie. Les nonnes découvrent mon goût pour cette horde et me mettent en garde, opposant au pluriel de leur indifférenciation sauvage la personne d'Andromaque, à leurs yeux seule héroïne exemplaire. Je découvrirai bien plus tard que ce modèle imposé porte en lui l'homme, Andro, et la guerre, Mac, et qu'il exécute plus un programme qu'il ne déploie un corps. Instinctivement, je me détourne de l'épouse d'Hector et je m'entête à traquer ces fantômes qui me hantent véritablement et dont les récits fragmentés que je récolte ne font que consacrer la déréalisation. Sans le savoir, je comprends qu'Homère se contente d'insérer dans son récit un motif traditionnel où la horde amazonienne, tant par son caractère ethnique que sa pseudo-spécificité sexuelle, ne peut que s'apparenter aux monstres, ceux que les véritables héros sont appelés à détruire. Les Amazones ne peuvent être assignées à résidence, elles n'ont pas de cité et constituent en cela une menace pour le monde civilisé. Elles ne parlent pas. Guerrières, elles se déplacent et vivent de rapine. Figurantes d'une confusion sauvage, j'en arrive à les identifier avec les centaurelles, épousant en cela la réduction grecque, réunissant dans un même imaginaire animalier centauromachie et amazonomachie. Un véritable laboratoire imaginaire s'installe dans mes lectures en moi. Je perçois comment le désordre de ces femmes s'oppose à un ordre patriarcal et comment s'hallucine un monde renversé. Je saute un peu. Ce qui me fascinait dans le texte, c'est que le texte disait que les Amazones vivaient au bord d'un fleuve débouchant sur une mer brumeuse et inquiétante, parce que cette mer était noire. Je me souviens avec précision avoir imaginé les Amazones entrant nues sur leurs chevaux dans cette eau aussi noire que de l'encre et y jouant. J'entendais leur rire et me serais volontiers brûlé un sein pour les rejoindre. Je connais leur arc, leurs flèches, et trouve crédible cette histoire de seins brûlés. J'ignore la version où dans Amazone, le A aurait été d'abord un intensif plutôt que privatif, A-Masa, sans pain, ignorant des céréales, c'est-à-dire pré-agricole, c'est-à-dire nomade. Les Amazones deviennent alors celles qui sont les femmes fortes en sein, aux seins robustes, et qui, plutôt que d'exceller dans l'arme des barbares, les Iraniens et les Scythes étaient réputés à l'arc, sont de petites cavalières venues d'Asie, aux seins libres, à la peau plutôt noire et armées de javelots. Je saute un peu. Ici, je dois passer sur beaucoup d'épisodes. Les Amazones sommeillent, mais toujours derrière un nuage de poussière. J'entends le bruit de leurs sabots. Puis un jour, la découverte de Kleist et son Pentésilée. Je lis de très près plusieurs traductions, en rage de ne pas lire l'allemand. Les rendez-vous de Wannsee, près de Potsdam, et l'histoire d'Henriette Vogel, comment Kleist la tue avec son accord, puis retourne l'arme contre lui, m'intrigue.
j'essaie de tisser un lien entre Pentésilée et Henriette Heinrich. J'accumule des notes en vue de l'écriture de ce que j'appelle My Pentésilée. Range mes recherches dans une petite valise verte. C'est le retour des Amazones. Dans la pièce de Kleist scintille une brassée de roses qui m'obsède. En fait, la pièce me devient de plus en plus opaque au fur et à mesure que je la relis. Je ne comprends pas, je ne comprends plus. Ici, entre Gertrude avec son glas. Je croyais avoir compris, mais tout se brouille. Je suis comme frappée d'imbécilité. Pour me calmer, je passe des heures à décalquer puis recopier des dessins de Santorès dans Bourdelle. Cette même année, nous sommes en 2006, au cours d'un contrôle médical, on me diagnostique un cancer du sein gauche. Opération et traitement, rayons, etc. Je range tout dans la valise verte, abandonne My Pentésilée, passe à autre chose. 5 ans se passent, je me crois à l'abri, sortie d'affaires. Je rouvre la valise, reprends mes notes et travaille aux manœuvres de Pentésilée. Me dis, on va trouver des mots pour ça. Je me dis que je suis un manœuvre, que ce travail d'écriture est une simple réparation d'objets et qu'il suffit que je me laisse porter par une scansion invisible qui navigue sous le texte et dont je perçois les voix emmêlées, incertaines, semblables à des bruits de sabots. Je me répète à moi-même que le sein tranché était une invention des Grecs, une saloperie incessamment recyclée. Les Amazones ne tiraient pas à l'arc, elles se battaient au javelot et chevauchaient avec leurs seins à l'air. Plutôt noire de peau, j'opte pour les peaux sombres. Je retourne aux Black Panthers, religionné, m'équipe. Je pense pouvoir donner voix à une autre Pentésilée, déplacer son corps dans un autre corps. Une nouvelle tumeur cancéreuse est diagnostiquée cette fois au sein droit. Opération et traitement, rayon. Je remets tout dans la valise verte. Dessine autre chose, autrement, et lis. M'interroge sur ce que j'appelle l'effet fantomal. Fatigue et souffrance se conjuguent selon une tresse assez étroite. Je reviens au poème, son écriture. Les animaux me redeviennent proches. Je me pose des questions sur les rêves qu'ils font. Quel univers peuple leurs rêves? Quelles images les visitent au point de les terrifier et durant leur sommeil faire s'agiter leurs pattes? Que disent nos corps? Pentésilée revisitée a-t-elle un pouvoir sur moi? Que me désigne-t-elle avec une telle violence? Je relis Les guerres que j'ai vues de Stein, à cause d'un portrait regardé à la loupe. Une photo d'elle sur la terrasse du Berghof, la résidence d'Hitler à Berchtesgaden. Gertrude est assise à l'écart d'un groupe de GIs, chapeautée comme un homme, souriante. Dans le livre, une phrase me frappe, plus épaisse qu'une couleur. Je m'arrête, recopie la phrase, de diverses manières et sur plusieurs pages. Et la phrase c'est « C'est un nom merveilleux cela, mademoiselle Pierrette d'Avignon. » Je m'aperçois que cette mademoiselle se dépose en moi comme une héroïne temporaire. Elle entreprend d'effacer Pentésilée. La nuit, je vois mademoiselle d'Avignon. Elle marche dans le jardin de Notre-Dame-des-Dons. C'est un Avignon qui n'existe plus, tout près de celui de la Balance où vivaient beaucoup de familles gitanes. Il se déplie, laisse entrevoir un grand bar surmonté de 3 étages. La veille du rendez-vous pour la première séance de rayon, ce sein il ne faut pas le cacher mais brûler ce qu'il en reste, je me réveille parce que j'entends clairement dans mon rêve une voix me dire « Mademoiselle d'Avignon est devenue Monsieur d'Aubignan ». Je décide de reconstituer l'existence de mademoiselle d'Avignon, ouvre un dossier, consulte des plans, des cartes, de vieilles images, laisse une fiction se dessiner à grands traits incertains. Chaque jour à l'hôpital, on m'attache à une machine, on me laisse seule, et une partie du sein est brûlée. Au fur et à mesure que les traces de brûlure se font plus précises, le récit de la disparition de mademoiselle d'Avignon se dépose. Une cabane verte apparaît, un musicien, un crime.
Les mots se déplacent à la manière des couleurs. Les noms propres prennent valeur de citation. Ce sont de petites mines à ciel ouvert. Très vite, j'entrevois ce qui s'y joue. J'entrevois que ce qui s'y joue tourne autour du masculin, d'un masculin et d'un féminin. Je progresse moi-même dans une vie qui n'est plus la mienne, me retrouve enfermé dans un corps qui n'est plus le mien, que la maladie, ses outils et ses conséquences, a rendu non seulement étranger, mais inadéquat. Le corps n'est plus un allié, il est devenu un obstacle. C'est à partir de lui que j'avance dans mon vocabulaire, désensablant avec lenteur une variété de scènes et d'actions jusqu'alors inaccessibles. Entre dire et montrer, je comprends chaque jour un peu plus combien l'ignorance est une arme de grand calibre. L'enfance rameute sa grammaire. Stein peut clairement affirmer « Suzy grillée et ma crème glacée ». La fille du roi est toujours à sa fenêtre. Du temps passe, 37 séances pour brûler un sein. J'écris sous la dictée. Djuna Barnes me révèle le déroulement en 5 tableaux, mais je ne parviens toujours pas à voir le titre. Il m'est brusquement révélé une nuit, plusieurs semaines après, sous forme d'énoncé sonore. Madame himself. Dans un mouvement d'allégresse, je l'ajoute en tête du manuscrit. Quelques jours plus tard, mon cancérologue me convoque. La lecture d'une échographie m'oblige à subir une nouvelle opération, ablation des ovaires. En descendant au bloc opératoire, je pense avec intensité au dessous sémantique de mon titre. Sur ma bouche, le sourire du chat. Quelques mois se passent sans que je retourne à la chemise verte. Entre-temps, je revisite Freud puis Robespierre. Décide d'introduire leurs fantômes dans le récit que je sous-titre au crayon « Paysage post-dramatique », ce qui donne l'ajout d'une simple ligne « La mâchoire pourrie de Freud après celle fracassée de Robespierre ». Le livre, puisque c'est un livre, me semble fini. 2 jours plus tard, je me réveille avec une effroyable douleur dans la bouche, la mâchoire quasi bloquée. Diagnostic, zona buccale et calcul dans le canal salivaire. Je barre paysage post-dramatique et décide de ne plus toucher au manuscrit. Quelqu'un me rappelle que j'ai toujours voulu être un auteur comique. Maintenant, c'est l'été à la campagne. J'ai transporté le manuscrit au fond de ma valise après l'avoir rangé dans une chemise de couleurs différentes dont la prudence m'oblige à taire le nom. J'écris avec lenteur ce que j'appelle une préface éclairante, aussi étonnée par ce que j'y raconte que lorsque je me lève la nuit pour observer sur le balcon, pieds nus et en chemise, l'astre lunaire.